Merci d'être là, mesdames, messieurs. Bon réveil également à tous. Et puis si vous êtes en train de siroter votre café, j'espère qu'il sera savoureux et qu'il vous donnera toute la stimulation nécessaire pour un bon démarrage. Avec nous aussi également. Donc toute l'équipe de Bonjour d'Algérie est prête pour vous servir une partie de l'actualité justement ce matin. Et nous sommes en plein mois de patrimoine. Le mois de patrimoine qui a débuté le 18 avril et qui s'étalera jusqu'au 18 mai bien sûr. Nous aurons l'occasion de montrer toutes les facettes de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel durant ce mois. Et aujourd'hui, nous avons choisi de faire un gros plan sur une initiative citoyenne. Il s'agit d'un archéologue qui, au-delà de son travail, a pu fédérer des groupes et des groupes de visiteurs qui sont devenus de véritables passionnés du patrimoine, qui sillonnent le pays et qui révèlent tout leur talent également. Nous le verrons tout à l'heure, puisque nous aurons cette cheville ouvrière de ce mouvement citoyen en faveur du tourisme et de la culture algérienne. Il s'agit de Ramadan Bekda, qui sera accompagné de deux photographes en herbe et pourtant elles sont à l'âge de la retraite. Ce matin, nous parlerons aussi de patrimoine autrement à travers ceux qui sont sur nos frontières et qui veillent au grain pour que ce patrimoine ne dépasse pas les frontières sous justement les velléités de quelques esprits malveillants. Alors aujourd'hui justement, nous aurons l'occasion de recevoir Madame Nassima Brixi Allou qui représente les douanes algériennes et qui nous parlera justement de tous les efforts consentis en faveur de la formation du personnel des douanes dans la préservation du patrimoine, mais également la modernisation de ce corps ô combien important dans les différents secteurs, y compris le secteur économique. Et nous aurons l'occasion justement de parler d'une toute récente coopération algéro-coréenne dans ce sens. Aujourd'hui, bien sûr, nous approchons de la date du démarrage de Shahr Ramadan el-Karim. Le mois de Ramadan approche et bien sûr, il faut s'y préparer. Pour s'y préparer, nous avons choisi aujourd'hui d'inviter monsieur Gerig Hassan Ahmed, qui est directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il aura l'occasion justement de vous parler de ce mois sacré de Ramadan à sa manière et de nous parler, de nous dire un petit peu les recommandations en amont de l'arrivée du mois sacré de Ramadan. Puis nous aurons aussi l'occasion ce matin de parler d'un maillon très important dans la chaîne de l'éducation. Il s'agit de l'enseignant, la formation de l'enseignant. Il en sera question aujourd'hui dans notre matinale avec un ancien inspecteur de l'éducation qui viendra justement nous parler de la qualité de l'enseignement et de la nécessité également de bien former les éducateurs. Voilà qui est dit par rapport à cette programmation de notre matinale. Mesdames, messieurs, j'espère que vous serez avec nous jusqu'au bout. Et juste avant, justement, de vous retrouver avec le premier invité, je vous invite pour ce point météo signé Fariel Chir. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, la tendance sera à l'amélioration. Nous avons enregistré un temps perturbé hier, surtout vers l'ouest et le centre, avec des pluies sous forme d'orage assez marquées. Aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un temps généralement variable vers l'ouest, le centre, l'est, avec des vents atteignant parfois les 50 km/h. Et le ciel va se dégager en fin de journée vers l'ouest et le centre. Sur la partie sud, on notera encore aujourd'hui des vents assez forts, des vents qui vont se renforcer au fil des heures pour atteindre les 80 km/h sur la majeure partie des régions sahariennes, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable, ce qui va réduire cet après-midi encore la visibilité. Prévoyez aussi quelques faibles pluies à caractère orageux au nord Sahara, au sud des oasis, le Sahara central, le Sahara oriental, parfois même jusqu'à l'extrême sud. On passe à haute température prévue pour cet après-midi. On attend 18 degrés à Alger, Tizi Ouzou, 22 à Tlemcen, en baisse à l'est avec 16 degrés à Batna, Sétif, Dulfa, 22 pour Guelma aussi, 24 à Béchar, 30 à Tindouf, 34 à Drar Ain Salah, 32 Tamanrasset, Janat Hassim Saoud et le maximum
pour Borj Bedji Mokhtar et Ngezem avec 42 degrés. On passe à présent à l'Europe. Aujourd'hui, le ciel sera voilé pratiquement partout. Le soleil l'emportera largement. On notera tout de même un temps variable à Rome. Côté température, 22 à Berne sous un ciel voilé, 25 à Paris, 21 à Bordeaux, 18 à Madrid, 19 à Dublin, 18 à Varsovie, 19 à Prague, Budapest, 16 à Bucarest et enfin un minimum de 15 degrés à Copenhague. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h26 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.météoalgérie.dz. Excellente matinée, à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Prochain point météo avec Feriel Chir à midi, mesdames, messieurs. Et bien sûr, on dit bien qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Faites pas comme moi. Hier, j'ai retiré mon parapluie, ma veste et les pluies m'ont rattrapé. Donc, pensez à vous prémunir justement de vos parapluies, de petites vestes justement de saison pour bien passer votre journée, ne pas avoir la surprise justement d'être rattrapé par les pluies. En tout cas, je vous souhaite encore une fois, vous qui êtes avec nous ce matin, un agréable réveil. Et puis tout de suite, pourquoi pas booster ce réveil avec une chanson bien rythmée signée Taco. C'était vraiment bien rythmé, je l'avais dit, mesdames, messieurs. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, je vous avais promis qu'on allait ouvrir une parenthèse pour parler un peu de l'éducation. À cet effet, nous avons le plaisir de recevoir M. Smaïl Merzouk. Bienvenue. Merci, bonjour Radia. Toujours bonjour. content de vous retrouver. Mais c'est réciproque. Vous avez quand même vous consacrez votre temps essentiellement à la sensibilisation autour de l'importance de l'éducation, autour des valeurs, les vraies valeurs qui entourent ce secteur ô combien important pour la formation des générations futures. Tout à fait, parce que là, si on fait pas ce travail, c'est-à-dire comment peut-on espérer un jour que cette société puisse atteindre un niveau quand même appréciable et tout. Donc c'est la base donc l'éducation, c'est la base de tout fonctionnement au sein de la société. Monsieur Merzouk, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un maillon très important, l'enseignant. L'enseignant est un maillon très important dans la chaîne de l'éducation. Et moi, j'ai une première question à vous poser. Souvent, on se retrouve face à des personnes qui font des comparatifs et se disent « Ah, les enseignants d'avant, c'était quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de carences. » Alors, qu'est-ce qui manque aux enseignants qu'est-ce qui fait qu'ils soient justement sous sous la loupe, qu'on recherche tout le temps leurs défauts, qu'il y ait autant de critiques autour de leur travail? Justement, ce que vous dites, il se dit partout, c'est le langage tenu par tout le monde, presque. Quand on dit « Ah, les enseignants d'avant, les enseignants », donc tout en sous-estimant, je m'excuse du terme, cette jeunesse. La jeune génération. La jeune génération. Effectivement, nous avons des jeunes diplômés et qui sont vraiment, je dirais bien, ils sont aptes justement à exercer cette fonction. Oui. Seulement, si carence y a-t-il, ça ne relève pas de leur faute, parce que l'autorité scientifique leur a délivré des diplômes. Et ce n'est pas à nous de remettre en cause cette institution, qui est l'université. Absolument. Et souvent, ils sont qualifiés dans leur domaine. Exactement. Vraiment, dans le secteur où ils ont suivi leur cursus. Oui. Justement, ils ont un savoir, ils ont des connaissances, ils ont des compétences. Mais ce qui leur manque, ce sont les compétences techniques qui leur manquent. D'accord. Les outils, on dira. Tout à fait. Quelques outils. La pédagogie, entre autres. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour espérer justement avoir une jeune génération quand même capable d'exercer cette noble fonction, il faudra opter pour la formation qui demeure la condition sine qua non d'un bon fonctionnement du secteur de l'éducation.
Cette formation, donc on en parle beaucoup depuis une année, des cycles de formation ont été dispensés en faveur justement de la jeune, de la crue de l'année dernière, en tout cas en matière d'enseignants. Ils ont suivi des cycles, mais de courte durée. Pensez-vous que ce soit suffisant? Moi, je dirais que d'abord, avant de répondre à votre question, je veux dire justement que la formation est la clé de la réussite dans tous les domaines, pas uniquement à l'éducation. Absolument. Sauf que l'éducation, c'est très sensible. C'est très sensible. Nous avons des jeunes enfants, beaucoup d'enfants justement, beaucoup d'élèves dans des classes. Donc il faudra quand même être armé d'une bonne formation pour pouvoir amener ces élèves vers un niveau respectable, vers un niveau escompté. Ceci dit, la formation en elle-même, c'est quand on est formé, on possède une véritable identité professionnelle. D'accord. C'est l'identité Ça veut dire professionnelle. on devient professionnel à partir du moment où on a tous les outils. Ça veut dire cette fonction possède vraiment du professionnalisme. D'accord. C'est ça, quand on dit formation, donc on passe vers le professionnalisme dans cette fonction. Donc pour ces jeunes, Oui, n'est pas enseignant qui le veut. C'est ce que vous voulez me dire. oui. Voilà. Donc pour ces jeunes, si on opte pour des formations, mais ces formations de courte durée, comme vous le soulignez, elles peuvent apporter un plus, mais c'est pas encore, comment dirais-je. Mais pas la dose requise, vous voulez dire. Tout à fait. C'est pas la dose requise, et justement, ça nécessite beaucoup, parce que, je vais vous dire une chose, la première formation, elle se fait généralement au mois d'août, donc c'est la période des congés, c'est la période des grandes chaleurs, et comment voulez-vous qu'un stagiaire puisse suivre un cycle de formation les matinées et les après-midi dans des conditions, comme vous connaissez, à l'éducation nationale, nous n'avons pas de structure tout à fait qui répondent aux besoins des stagiaires en cette période de l'année, surtout avec la chaleur. Donc, ce qui fait les 15 jours, entre 13 et 15 jours, c'est pas vraiment suffisant pour armer cet enseignant à posséder les qualités d'un enseignant. Donc, c'est vrai que si l'on compare avec l'éducation il y a 20 ans en arrière, on dira, 20 ans et plus, oui. Les ITE jouaient un rôle très important. Ils continuent quand même de former les ITE, mais avant, c'était une condition sine qua non. Et la formation dispensée était de l'ordre de 2 années quand même, dans laquelle on avait à accumuler un nombre de savoirs, notamment en psychologie. Justement, il faut savoir que dans l'éducation ou l'enseignement repose sur un trépied. Il y a 3 grands axes très importants dans l'enseignement. Le premier axe, il s'agit de la psychologie. Le deuxième, c'est la sociologie, puis la pédagogie. Donc, c'est-à-dire, si je reviens un petit peu pour ces axes, un enseignant doit quand même suivre des cours de psychologie. Pourquoi ? C'est quand il est en classe, il doit savoir à qui il a affaire, quel est l'âge de ses enfants. À cet âge-là, comment faut-il réagir avec ses enfants. Donc, ça, c'est le côté psychologique. Puis le côté sociologique. D'où viennent ces enfants ? C'est l'environnement. D'où viennent ? Parce qu'il ne faut pas mettre sur le même pied d'égalité les enfants de la ville et ceux de la montagne et ceux du Grand Sud. Donc, quand même, il y a une différence. Donc, comment s'y prendre avec cette frange d'élèves issus d'un milieu donné. De différents milieux, on dira. Voilà. Alors, en associant ces 2 axes, la psychologie et la pédagogie et la sociologie, donc là, on va voir quel type de démarche faut-il adopter
dans le domaine pédagogique. Dans la Donc, transmission de ce savoir. de ces savoirs. Oui. C'est ça. C'est ce qu'on appellera le côté pédagogique, c'est-à-dire les outils à mettre au point pour... À mettre en œuvre pour, en classe. Donc, il faut savoir que dans la pédagogie, dans la formation, on n'apprend pas, on ne forme pas l'enseignant à agir, mais c'est beaucoup plus à interagir. Donc, sans la formation, un sortant de l'université, il a son diplôme, il a ses connaissances dans le domaine. Il n'est pas formé, donc il ne pense qu'au troisième axe, qui est la pédagogie. Et s'il fait abstraction à ces deux axes, certainement, il peut rater beaucoup d'élèves. Parce qu'il pense que c'est-à-dire tous les élèves sont pareils, tous les élèves sont pareils, donc on dispense ce programme d'une manière... Le programme pour tout le monde, alors que c'est vrai que les personnalités sont différentes, les enfants... Il y a l'âge, il y a le ont milieu... une sensibilité différente. Tout à fait. Parfois, ce sont de véritables petits diablotins, donc il faut pouvoir les maîtriser. Exactement. Et pour les maîtriser, il faut avoir le sens de la psychologie, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est érudit. Ils sont marrants, en tout cas, les enfants à stage. C'est-à-dire que jusqu'aux moyens, ils sont parfois très surprenants. Et les enseignants nous racontent de ces anecdotes. J'imagine que vous en avez vécu vous-même. Tout à fait. Avec mes 32 ans d'exercice, donc j'ai vu de toutes les couleurs. Quel est l'élève qui vous a le plus surpris? Dites-nous. Mais de toute façon, là, je vous dis, parce qu'à force de fréquenter, à force de travailler avec beaucoup d'élèves, parfois, là, on aura de toutes catégories, de toute façon. Parmi les plus difficiles, ce sont les enfants timides. Les enfants timides sont à prendre en charge justement, de façon particulière. Alors, dans les enfants timides, le problème, toujours je reviens à la formation. Oui. Un enseignant formé, d'abord, pour qu'il réussisse dans son travail, il doit impérativement faire travailler son groupe. Ce n'est pas lui qui travaille. Donc, les nouveaux courants pédagogiques appellent justement les enseignants à faire travailler les élèves pour réussir le cours. Sinon, si c'est l'enseignant qui travaille, si c'est l'enseignant qui bosse tout seul, cette catégorie que vous venez de citer, c'est timide. On ne peut pas les faire, si on ne les fait pas travailler, on les pousse davantage à entretenir cette timidité. Cette timidité qui deviendra par la suite une maladie, certainement. Alors que la participation en classe va affirmer leur confiance en eux-mêmes et les pousser un petit peu à donner le meilleur. Et justement. Et puis dans la vie, dans le cycle de la vie, ils auront besoin de dépasser cette timidité. Heureusement. L'école peut aider. Heureusement que ces pédagogues contemporains nous guident à chaque fois dans cette trajectoire pour nous éclairer un petit peu le chemin dans le travail. Je vous dis par exemple, ce qui concerne on dit la pédagogie de projet. Oui. Quand on travaille avec des projets, c'est tous les élèves qui participent parce qu'ils vont eux-mêmes choisir des projets qu'ils vont faire. Oui. Et dans ce cas, il n'y a pas ce timide. Il va travailler parce qu'il va chercher il a un groupe. D'abord, il travaille, il va choisir. Donc l'enseignant, l'enseignant. Parce qu'avant, l'enseignant était, comme entre guillemets, c'est le maître à bord en classe. Mais c'est devenu un animateur. Comme vous ne faites que poser des questions. Absolument. Donc maintenant l'enseignant, à chaque fois, dans la formation des enseignants, on leur dit à chaque fois que ne monopolisez pas la parole. Ne faites pas tout vous-même. Laissez les élèves travailler. Indiquer aux élèves des pistes pour les amener à travailler parce que tout compte fait, ces élèves possèdent des compétences. Absolument. Il n'y a pas de... moi, je suis toujours contre l'idée qu'on dit l'enfant est une page blanche. Non. Peut-être avant. Mais maintenant, non. Maintenant, ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Déjà en amont de l'école. Ils sont intelligents. Les parents jouent. Parce que quand je dis l'enfant est une page blanche, quelque part, j'accuse les parents qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Alors que c'est faux. Oui. Les parents, ils ont un rôle, ils ont joué leur rôle. Ils l'ont éduqué. Ils lui ont appris beaucoup de choses. Ce qui fait. Donc l'enfant, il est venu avec un tas de connaissances isolées.
Et que fait l'enseignant? Il essaye de canaliser cette énergie et pour les guider vers un travail organisé et leur apprendre quand même à faire, à exercer, à travailler, à produire. Et moi, je suis vraiment optimiste de dire qu'ils peuvent faire beaucoup de choses, ces élèves, quand ils ont un professeur, un enseignant formé. Monsieur Smaïl Merzoug, vous avez choisi cette thématique ce matin, donc certainement que quelque chose a dû vous interpeller. Est-ce qu'on peut avoir l'origine de cet intérêt? Je tiens à vous rappeler que la précédente Oui, émission, précédent passage, oui. oui, nous avons parlé un petit peu d'échec scolaire. Absolument. Alors, l'échec scolaire, donc pour y remédier à ça, donc, parce que dans l'échec scolaire, nous avons des élèves il y a des symptômes. Les symptômes, si on ne fait pas attention à ces symptômes, ils grandissent crescendo au point pour atteindre un décrochage actif. C'est que les élèves quittent les bancs de l'école. Mais pour un enseignant, la dernière fois j'ai dit un enseignant averti. Moi aujourd'hui je vais dire l'enseignant formé. Formé, c'est encore Voilà. mieux. Donc l'enseignant formé, il détecte dès le départ ces symptômes. Il peut faire face à cette situation, il peut quand même sauver. Aider et sauver. Et Voilà. sauver cet enfant Absolument. c'est-à-dire qui affiche déjà une situation d'échec. Donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a interpellé d'ailleurs, c'est avec le thème de la dernière émission. Et vous teniez quand même à compléter l'information. Oui, je complète l'information. Nous sommes presque à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. Donc il y aura bien sûr peut-être des concours où, je ne sais pas, peut-être ils vont faire appel à la liste d'attente. Je tire toujours la sonnette d'alarme. La formation est la clé de la réussite. Donc si on n'opte pas pour cet axe, certainement, on risque de nous égarer quelque part. En tout cas, sur ces paroles très sages, Monsieur Merzoug, nous allons clore cette séquence. Merci de nous avoir permis de parler de l'enseignant et de son importance dans la chaîne, justement, de l'éducation. Et on attend avec impatience vos prochaines thématiques. Voilà, merci de m'avoir donné cet espace pour m'exprimer sur ce sujet très intéressant. Je reste toujours à votre disposition pour d'autres thèmes. Il vous sera toujours accessible, cet espace, rassurez-vous. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Smaïl Merzoug, et merci à ceux qui nous suivent ce matin. Je vous l'avais dit, nous sommes au cœur du mois du patrimoine qui a débuté le 18 avril dernier. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des invités qui vont nous parler à leur manière de cet acquis, cet héritage souvent, cet héritage culturel. Aujourd'hui, avant de recevoir les premiers invités dans ce domaine en particulier, pardon, un chat dans la gorge, désolé. Je vous invite à suivre ce reportage qui nous rappelle la restitution du célèbre masque de Gorgone. C'est un masque qui faisait un petit peu le charme du site d'Hipone, le site archéologique d'Hipone à Annaba, et qui a été subtilisé, donc il a été volé, dérobé, et le ministère de la Culture, avec les efforts consentis par ces éléments, a réussi à restituer cette pièce qui aujourd'hui est exposée au niveau du musée des Antiquités, ainsi que nombreux objets qui ont bénéficié d'opérations de restitution également. Donc Anissa Bouzid nous y emmène tout de suite. Restez avec nous. C'est ici, au Musée national des Antiquités et des Arts islamiques, qu'a trouvé refuge le masque de la Gorgone. Une pièce antique volée en 1996 du site de la ville d'Hipone à Annaba. Ce masque qui a été dérobé du site antique d'Hipporégus à Annaba actuel dans la nuit du 4 au 5 mars 1996 avait été retrouvé en 2011 en Tunisie dans la maison du gendre de Zine el-Abidine Ben Ali, le président déchu. Et les autorités tunisiennes s'étaient engagées en février 2014 à le restituer à l'Algérie le 6 avril 2014. Sa restitution
est le résultat d'un travail de longue haleine qui a été fait par le ministère de la Culture dans le cadre de la stratégie de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Ce masque de 320 kg en marbre blanc a été découvert en 1930 par l'archéologue et architecte Pierre Choupeau sur le site d'Ypod, où il ornait la plus importante fontaine de la cité. Choupeau était un architecte, il fut non seulement architecte des monuments historiques, mais également un archéologue. Il réalisa des fouilles à Ypone qui permirent de dégager le théâtre d'Hippo-Régius, Hippo non phénicien de Annaba au XIIe siècle avant Jésus-Christ. La représentation de la tête de la Gorgone était souvent placée sur les portes ou les murailles pour éloigner la malchance et les mauvais esprits, ou pour terrifier l'ennemi. Et d'après la mythologie grecque, il existait 3 Gorgones. C'est les Gorgones, normalement, mais le seul masque qui est plus le célèbre, c'est celui de la Méduse. Les Gorgones, dans la mythologie grecque, les Gorgones sont des créatures fantastiques, malfaisantes, dont leur regard a le pouvoir de pétrifier les personnes qui les regardent. Elles sont 3 sœurs des divinités marines, d'après Hésiode. Quant à Homère, il parle d'elles dans l'Odyssée comme étant des monstres des enfers. Elles sont 3 sœurs. La première, c'est Sténo, qui veut dire puissante. La deuxième, Euryale, qui veut dire grand domaine. Mais la plus célèbre est la Méduse, qui veut dire la dirigeante. Elle était mortelle, contrairement à ses 2 sœurs, qui ne connaissaient ni la mort ni la vieillesse. C'était des jeunes femmes avec des ailes d'or, leur chevelure était constituée de serpents, elles avaient des serres de cuivre et des défenses de sanglier. Elles furent représentées sur plusieurs supports, peintures, céramiques, mosaïques. Pour toute personne qui éprouve le désir de découvrir le masque de la Gorgone, le Musée national des antiquités et des arts islamiques est ouvert au public 7 jours sur 7. L'invitation est lancée par Anissa Bouzid. J'espère que vous profiterez de ce mois du patrimoine pour découvrir tous ces vestiges archéologiques remarquables qui racontent des histoires et des histoires. Vous avez vu, toute une mythologie, tout un passé retracé par le biais d'un seul objet. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ceux qui veillent au grain par rapport à notre patrimoine sur nos frontières. Il s'agit des douanes algériennes et aujourd'hui, j'ai plaisir à retrouver Nassima Brixi Allou, donc sous-directrice de l'information et des relations publiques des douanes. Bienvenue. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Oui, vous avez marqué les esprits à votre dernier passage, Nassima Brixi, vous qui avez suivi de très près toutes les opérations liées justement à la restitution, entre autres, de pièces de notre patrimoine sur nos frontières. Je vous remercie. Vous voyez, madame, c'est qu'avec un sentiment assez, c'est-à-dire avec un pincement au cœur, qu'on aborde cette thématique, une thématique qu'on aborde avec passion, mais avec la deuxième façade que cache le mouvement illicite transfrontalier de ces objets et qui traverse plusieurs pays et qui représente des centaines de milliards de dollars, c'est-à-dire ça suscite l'intérêt du crime organisé et c'est une monnaie d'échange pour tout ce qui est mouvement illicite de fonds, alimentation des réseaux de trafiquants et qui donne lieu à plusieurs crimes transfrontaliers. De par la richesse du patrimoine culturel national, vous savez, on ne peut pas autant recenser tout ce qui se rapporte au patrimoine culturel, matériel, immatériel. Cette mission qui est dévouée dans les articles
primaire et basique des dispositions du Code des douanes qui s'attellent sur le contrôle et la lutte contre le trafic illicite des opérations d'importation et d'exportation des biens culturels, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi des professionnels du métier, il y a une organisation réglementaire qui encadre ce mouvement. Cette notion qui est dévouée à l'administration des douanes depuis longtemps, elle est associée aussi à la protection des droits de propriété intellectuelle. Voyons, ce sont deux notions sur le plan juridique qui se rapprochent. Pourquoi? Parce que les objets culturels aussi suscitent l'intérêt des contrevenants, des trafiquants, pour en faire des duplicata, pour par la suite en gagner un peu encore plus. C'est pas l'ancrage qu'on avait avant d'évoquer la contrefaçon dans les habits, dans la simple marchandise, mais elle trouvait sa base d'origine sur les biens culturels et sur les trafics illicites que reconnaît qui ont toute leur authenticité sur le sol algérien. Oui. On a vu beaucoup d'images défiler du Grand Sud algérien. C'est la région la plus difficile à couvrir, j'imagine, pour les services des douanes. C'est pour cela que les services des douanes s'organisent de la sorte à avoir une stratégie plus poussée et plus aboutie en termes de résultats. Sur ce, il faut noter la création de brigades spécialisées pour la préservation du patrimoine culturel, notamment au Grand Sud, à la Hagar et Ilizi. Tout cela se fait en étroite collaboration avec les différents services de sécurité, mais aussi la tutelle habilitée, qui est le département ministériel, le ministère de la Culture. Elle a été aussi encadrée par un protocole de collaboration qui existe depuis 1994. L'objectif principal est d'amener le douanier quand même à reconnaître ces objets, à vivre dans cet environnement culturel. Nous n'avons pas forcément la formation de base archéologique, ou avoir ces notions basiques qui passionnent plusieurs de nos concitoyens, mais en même temps, c'est avoir ce rôle régalien de l'administration des douanes, des participations. Mais il y a eu compensation, c'est-à-dire qu'on a compensé ce manque par des cycles de formation en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, qui a dépêché ses experts, qui a aussi ramené des experts étrangers pour justement aboutir à ce résultat escompté. Et en même temps, c'était de ramener les services habilités à comprendre l'action douanière au niveau des postes frontaliers, terrestres, maritimes ou aériens. C'est que tel que reconnu par rapport au crime économique, au crime transfrontalier, il y a tout de même cette rapidité de traitement. Il y a 30 secondes en termes de temps pour amener le douanier à prendre la décision d'opérer la retenue ou non. Donc ça requiert quand même des b.a.-ba pour l'expertise préalable de ces objets, et c'est pour cela que nous poussons aussi ces collaborations à avoir des experts dans nos bureaux de douane pour pouvoir appréhender ces actions au temps opportun. Et par la suite, susciter les enquêtes. Le douanier agit sur place en solo, mais ces objets sont encore expertisés une seconde fois pour être sûr justement de ce choix. Parce que l'objectif reste, c'est que l'action de répression soit aussi solide que radicale. C'est que, voyons sur le plan réglementaire, quand on va procéder à ces retenues, pour par la suite on parlait de saisie et de confiscation, la valeur de ces objets, elle est inestimable. On ne peut pas en faire une valeur, dire que ça peut valoir 1 million de dinars. C'est assez délicat. Sachant exactement que ces montants, ils sont très importants pour la verbalisation, pour la portée juridique, pour toute la chaîne qui va en continuer par la suite, pour appréhender le réseau qui est derrière. Vous savez, madame, les trafiquants, comme c'est reconnu pour tous les réseaux de malfrats, c'est qu'ils généralement, ils s'attellent sur des passants, des passagers seulement, et puis ils suscitent l'intérêt des passagers âgés, des gens à mobilité réduite, probablement c'est des mineurs. C'est pour aussi donner cette couverture de dire que oui, je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Sauf que les dispositions du Code des douanes qui sont reconnues beaucoup plus régaliennes que parfois les dispositions du Code pénal, la constitution de l'infraction douanière ne prend pas en considération l'élément intentionnel. C'est pour cela que dans les aéroports ou les ports, nous, autant que passagers, on entend la voix retentissante quand même des agents d'accueil qui disent il faut garder vos bagages, il ne faut pas prendre les bagages des autres. Il faut être responsable de nos propres bagages. Et c'est de là qu'on pousse encore cette action. Est-ce que les passagers
donne main forte aux autorités au niveau de ces enceintes, des zones stériles. Donc le traitement et la rapidité est le facteur le plus important pour appréhender de tels actes. Et beaucoup plus, c'est que à l'endroit de ces passagers, l'administration des douanes, elle incarne sa vocation de donner de l'information. Est-ce que nos concitoyens respectent les obligations déclaratives, primo, à qui nous avons comme quoi quand nous avons telle obligation, et puis en satisfaire, on bénéficie aussi de ces droits. Ça va permettre de canaliser et d'aider à appréhender ce flux important et qui viennent généralement avec des caractéristiques de fraude, de gens intéressés à la fraude, de contrevenants. Vous savez, ils sont super organisés et ils utilisent quand même des vides, des failles. Ils sont plus explorateurs qu'on le pense. Et qu'en est-il des artistes peintres qui déplacent peut-être leurs propres œuvres ou un legs parental? Comment est-ce que vous gérez cet aspect? Et pas plus tard qu'avant-hier, nous avons assisté quand même à le lancement des travaux de la célébration du mois culturel avec Madame la ministre de la Culture et puis tous les cadres du département. Et puis il y avait un échange très très profond avec les cadres de la tutelle et pour aborder les questions comme celles que vous venez de poser. Vous savez, nous avons tous des richesses. Moi-même, même à la maison, ma mère, ma grand-mère me racontaient toujours des choses. Jamais, à chaque situation, on aura le droit à un proverbe qui est complètement différent de l'autre. Des citations complètement différentes, des habits complètement différents, des habitudes complètement différentes. Alors là, quand on se déplace au village natal, là, chaque recoin, chaque caillou, il représente une histoire. L'histoire, c'est l'identité nationale. Et tout ça est incarné en nous. Sauf que il fallait aussi mettre en exergue, c'est que cette culture, elle devait passer à nos enfants, à nos générations futures. C'est eux qui vont être les protecteurs de demain de ces trésors. Pour revenir aussi à cette notion d'appropriation de ces objets, les dispositions de la loi 98-04 qui est en cours de révision aussi, qui s'attelle sur la préservation du patrimoine culturel, elle aborde ces dispositions à tout ce qui est découverte qu'on découvre lors des travaux, grands projets par exemple, mais en même temps dans le cadre des constructions de maisons individuelles ou autres. Ces thématiques, elles étaient abordées avec la tutelle, notamment avec, à l'endroit des passagers que l'administration des douanes, au moment de fouille, au moment de visite, de vérification, vous savez, les dispositions Code des douanes, il évoque le contrôle, il évoque la vérification et charge à la douane au jour d'aujourd'hui de s'adapter avec les flux importants pour concilier avec une notion assez délicate qui est la facilitation. Maintenant, il ne faut pas en faciliter jusqu'au mettre au détriment quand même notre trésor. Donc, nous avons évoqué toutes ces questions liées par exemple aux manuscrits. Les manuscrits sont hérités et de père en fils, ces objets. Donc, à un moment donné, des bijoux, on se les approprie. Mais ils représentent une valeur patrimoniale inestimable. Donc, on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, l'élément intentionnel, il n'est pas pris en compte par rapport au préjudice qui pourrait être porté. Et c'est de là que l'ancrage juridique qui est en cours de révision va s'atteler, quand même, il existe depuis 1998 et qui rassemble maintenant tous les intervenants et beaucoup plus les spécialistes en la matière et ceux qui ont cumulé l'expérience qu'il faut pour préserver les droits de tout à chacun et en même temps encadrer le circuit de ces mouvements, de ces objets pour qu'ils ne suscitent pas l'intérêt du crime organisé. Il faut qu'on évoque aussi cette question de l'aboutissement du mouvement illicite. Les services des douanes, dans l'ancrage réglementaire, elles n'évoquent pas le mouvement, dire que lutter contre le mouvement transfrontalier. Non, on essaye juste d'évoquer ce mouvement illicite qui donne lieu évidemment à une circulation de fonds sur lesquels on ne peut pas trouver trace et puis on peut comprendre tout ce qui pourrait en découler. Il faut aussi le préciser que sur les grandes zones de conflit qu'on trouve toutes ces actions de pillage, toutes ces actions de détérioration, et ça profite bien à qui de détruire les identités nationales de notre cher pays. Oui, et donc tout à l'heure nous étions en train de voir défiler des images du sud, de l'extrême sud algérien. Quels sont les objets les plus que vous retrouvez, sur lesquels vous opérez des retenues souvent douanières, les objets les plus récurrents?
Il est assez, je dirais pas compliqué de dire qu'il y a quand même tout un panel en touche à tout. On a vu des outillages historiques. lithiques donc, qui remontent à la préhistoire, souvent. Et puis, vous voyez, même sur les images, on donne aussi vous voyez, l'intervention de nos collègues parfois avec un sourire et qui représente quand même un sentiment dans le cadre de vous savez, l'environnement dans lequel on exerce notre métier, il est très très compliqué. Un petit sourire comme ça au coin qu'on trouve auprès de nos douaniers, c'est juste parce qu'il y a une fierté de faire face à ces fléaux, mais en même temps, c'est pas aussi de la joie quand on voit chaque jour, à chaque moment, la transgression que subit notre patrimoine culturel. C'est-à-dire cela, si ça pourrait représenter quand même les objets qui ont été Là, par exemple, c'est appréhendés. du sable. Hein. C'est du sable. J'allais en venir pour vous évoquer le panel. On voit de tout genre. Le sable, parfois, On se très disait bien. du sable. On se disait, C'est rien. même les passagers qui viennent dans la file d'attente pour subir le traitement, ils vont se dire que pourquoi les douaniers, là, ils sont en train d'arrêter les gens qui prennent juste quelques bout de grammes. terre. Voyez, madame, le sable de n'importe quelle région de notre pays, il incarne quand même, il faut le préciser, des graines, des sels minéraux, des objets qui peuvent susciter des études plus poussées pour en déterminer quand même tout ce qui se passait sur cette région et le devenir de cette région. Il faut évoquer aussi que ces graines, elles peuvent être développées avec les études plus poussées à l'autre bout du monde et qui peuvent être utilisées comme des huiles essentielles, une extraction de produits à d'autres fins, mais hélas, ils vont être brevetés. Le jour où les citoyens algériens, professionnels, nationaux, ils vont arriver à en extraire... Ça a été le cas pour Chih. Exactement. Chih a été breveté en dehors de nos frontières, alors que c'est vraiment le pays. J'essaie de retrouver le nom en français, mais je n'arrive pas. Mais en tout cas, c'est une plante qui pousse vraiment de façon sauvage, mais c'est une plante médicinale très utile. À l'état sauvage, qu'on ne reconnaît pas qu'il faut l'accueillir, et qu'il faut respecter son mode de... Voyez, maintenant, ça évoque le côté patrimoine culturel, en dehors du patrimoine culturel, la flore et la faune, qu'on doit préserver, qui est axé aussi sur nos missions. Mais en même temps, c'est que sur la portée économique, en quoi perd notre économie nationale, c'est qu'une fois ces produits, ce type de plante par exemple, il est breveté au bout de notre bout du monde. L'argan aussi, qui pousse chez nous du côté de Tindouf. Il faut comprendre aussi sur cette portée, c'est qu'une fois nous allons développer cette branche d'activité comme il se doit, il faut comprendre qu'à chaque petit gramme qui est appelé à être exporté, et puis l'opérateur il est appelé à payer quand même une forte taxe pour celui qui a breveté le produit avant lui. Parce qu'aujourd'hui, tout est une question de normes, tout est une question de sécurisation et que chacun défend sa passerelle et que chacun défend son économie. C'est de là que quand on évoque la contribution des douanes en matière de protection de l'économie nationale, ça semble très 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 large. On ne peut pas, c'est-à-dire donner ces détails pour les vivre, si ce n'est par exemple sur le patrimoine culturel, quand on évoque l'étendue de toutes les conséquences de ces transgressions et de tout ce qu'on perd comme trésor et tout ce que ça pourrait aussi implicitement toucher en termes d'identité nationale. Et c'est tout cela qui donne effectivement l'ampleur de désastre qu'on doit aujourd'hui, qu'on se doit avoir une mobilisation totale de tous les services et tous les intervenants et même la société civile. Et c'est pour cela que l'administration des douanes, elle a axé son plan de communication, plusieurs moyens de communication avec les services des douanes, des lignes directes, le numéro vert, les pages officielles aussi sur les réseaux sociaux pour s'adapter aujourd'hui aux moyens de communication. Et sur ces points-là, nous abordons parfois des clichés de saisie bien particulières des services des douanes pour en faire passer le message. Attention, voyons qu'est-ce qu'on est en train de perdre par rapport à tous les efforts consentis les services des douanes. Absolument. Et puis par rapport à ce que pourrait encaisser notre économie aussi importante au jour d'aujourd'hui. C'est vrai. En tout cas, vous tendez à cela et vous aspirez à une amélioration chaque année. On voit que les douanes algériennes évoluent. Tout récemment, vous avez conclu un accord de coopération algéro-coréen, donc en voie de moderniser justement le corps des douanes et aussi les outils utilisés par ce corps des douanes.
Maintenant, la mission des douanes, comme celle qui est... je voulais juste en revenir sur la dernière photo Oui, qu'on la avait dernière présentée. photo, vous voulez la commenter? Elle était oui primée par l'Organisation mondiale des douanes, oui. Elle Très était bien. primée comme meilleure photo de douane au niveau du monde. Oui. Donc, ça représentait deux douaniers quand même qui faisaient de la surveillance douanière. C'était quand même très marquant comme événement. Oui. C'était quelque chose qui est très habituel. C'est un cliché habituel, voilà. Qui était habituel par rapport à notre métier, mais qui a trouvé quand même tout l'intérêt de la part de l'Organisation mondiale des douanes. Voilà. Donc, nous allons revenir, si vous permettez, sur cette question de modernisation. L'axe de modernisation, les actions de modernisation, c'est en éternelle continuité. La thématique, le tout récent événement que nous avons célébré, c'était le lancement officiel des travaux du nouveau projet du système d'information des douanes. C'est important de l'évoquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, l'intervention douanière et ces fameuses 30 secondes dont il fallait prendre la décision d'opérer, d'intervenir ou pas, elle doit reposer quand même sur une architecture de renseignement et d'information, une exploitation efficace. Tout cela devait s'opérer sur des réseaux informatiques. En matière de préservation de patrimoine culturel, ce que nous avons par rapport à toutes nos contributions. Nous sommes membres très actifs au niveau de l'Organisation mondiale des douanes qui offre aussi des plateformes d'échange d'informations qui peuvent être mises à la disposition dans le cadre de collaboration interservices, exploiter cette base de données Archéo, entre autres. C'est juste un exemple à en citer. Maintenant, ces plateformes, toutes ces plateformes, toute cette expérience, je dirais réseau efficace, déploiement autenté, pour permettre l'intervention ciblée, l'intervention qui est porteuse, l'intervention qui va aboutir, c'est-à-dire les savoirs des services des douanes, ils ne donnent pas lieu quand même à des clichés où on ne sait pas dans quelle direction on va intervenir. Non, ce n'est plus la même chose. Nous allons recevoir quand même une aérogare de 10 millions de passagers. Et puis, ce partenariat qui est conclu avec les services des douanes coréennes, il est censé en extraire l'expérience des douanes coréennes qui ont des solutions très éprouvées pour intégrer ces plateformes, mais avec la réalité nationale, la réalité algérienne, avec nos données, notre propre réglementation et puis notre politique et notre stratégie pour pouvoir appréhender tous ces crimes qui touchent à l'économie nationale sous plusieurs formes. On peut en débattre pendant toute la journée, mais croyons que aujourd'hui, il n'en est plus question d'en débattre, que les systèmes d'information comme notre fameux système d'information, le SIGAD que nous avons depuis 1995, qui est développé par des ingénieurs douaniers nationaux, et c'est de cette base sur laquelle l'administration des douanes produit les chiffres qu'on voit défiler chaque mois ou chaque période par rapport aux statistiques du commerce extérieur, par rapport aux balances de paiement, par rapport aux fléaux, par rapport aux saisies, par rapport à la tendance d'un tel fléau au crime économique. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous s'apprêtons à développer notre propre système d'information avec des capacités nationales et algériennes. Ça fait tout de même, il faut le rappeler, une année ou deux années de cela, nous avons recruté une trentaine d'ingénieurs et entre ingénieurs et TS en informatique, associés au métier douane, vivre le métier douane et puis passer avec l'expérience étrangère de ceux qui nous ont précédés tout de même en termes d'expérience et qui ont prouvé quand même justement leur efficacité dans ce domaine. Pour arriver à en avoir l'information et l'exploitation efficace de l'information basée depuis un traitement de renseignement pour avoir un aboutissement de l'action douanière comme il se doit. Excellent, donc merci pour cet éclairage. Nassima Brixi Allou, je rappelle que vous êtes sous-directrice de l'information et des relations publiques des douanes. Merci et au nom de, voilà, grâce à vous, donc à travers vous, nous saluons l'ensemble du personnel des douanes qui veille au grain par rapport à notre patrimoine culturel, géologique, naturel, donc où qu'il soit. Donc bravo messieurs, vraiment chapeau bas. Merci à vous. Et si vous permettez une reconnaissance à l'endroit très particulière, à l'endroit de nos douaniers qui est actif sur les frontières, plus particulièrement à l'extrême sud. C'est assez délicat et compliqué de dire que de le vivre. Voilà. Absolument. Donc on les félicite et puis on continue avec la même persévérance pour défendre notre chère patrie. Notre patrie. Merci infiniment encore une fois, Nassima Brixi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent ce matin. Nous continuons de parler de patrimoine avec d'autres invités. Restez avec nous.
mesdames, messieurs, je vous l'avais dit, on va continuer de parler de patrimoine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir celui qui est animé d'une passion contagieuse. Il s'agit là de Ramadan Bekda, archéologue qui travaille actuellement au musée du Bardo. Bienvenue. Bonjour Radia. Actuellement, je suis enseignant universitaire. J'ai travaillé au Musée national du Bardo, ça fait longtemps. Le beau vieux temps. Mais vous y êtes souvent, alors du coup, c'était la confusion pour moi. Oui, effectivement. Et je suis toujours rattaché au Musée national du Bardo, effectivement. Très bien. Administrativement également. Et je disais que vous étiez animé d'une passion contagieuse pour le patrimoine, une passion qui a contaminé, entre autres, Rania Radi. Oui. Bienvenue. Rania, c'est vous. Voilà. Rania, bienvenue. Merci. Et bienvenue à Farida Fry. Merci, bonjour. D'accord. Je vois un accessoire à côté de vous, un appareil photo. Parce qu'en fait, cette rencontre avec Ramadan vous avez permis de révéler tout votre talent en matière de photographie. C'est bien cela, mesdames? Oui, pour concrétiser le patrimoine avec un appareil photo. Un appareil photo. On va faire défiler vos images tout au long de cette séquence. Là, ce sont les vôtres, dites-moi. Rania. Non, ce sont celles de Farida. Alors, on va commencer. On montre des images et on parle de l'aventure. Hein, Ramadan? On commence avec vous parce que le départ, c'était vous. Vous aimiez voyager, n'est-ce pas, Ramadan? Effectivement, donc on est dans le patrimoine, on a été dans le bain du patrimoine, effectivement. Ce n'est pas uniquement comme professionnel, mais quand même, on a eu un public. Oui. Et parmi ce public, peut-être, il y avait des gens qui s'intéressaient au patrimoine juste pour le découvrir. Mais par la suite, on a eu peut-être un fruit qui est de contribuer avec, d'une manière ou d'une autre, à la valorisation, à la promotion, et puis aussi de vivre avec ce patrimoine, d'être passionné du patrimoine. Oui. Et avec la photographie. C'est la photographie qu'on vient de montrer dévoile toute la beauté des balcons du Roufi. C'est bien cela, Farida. Oui. Une escale, donc racontez-moi l'escale du Roufi alors. C'était comment vécu? Vécu comment? Donc Roufi, c'était la plus belle aventure. C'était randonnée aussi avec un groupe solide. On a fait la traversée de l'Oued. Surtout avec des familles, oui, avec des personnes peut-être âgées mais qui sont jeunes aussi. Jeunes d'esprit, bien sûr. Je rends hommage. Hein. Oui. La doyenne, elle a quand même 75 ans et elle fait avec nous des randonnées. Et puis elle a fait la traversée et puis on a découvert même l'Oued, on a parlé du patrimoine, des choses qui sont par rapport à l'Oued, la crue et les gens qui habitaient ces maisons troglodytes. Oui, voilà, suspendues. En même temps, on a fait un débitage, le son du débitage, l'outil préhistorique aussi. Oui. Dans un Oued, ça a été l'âge préhistorique, mais aussi ça a donné aussi un environnement magique pour le En fait, la première fois que je vous ai vu manier justement un outillage lithique ancien, c'était à Oran avec un groupe d'enfants dans des ateliers archéologiques passionnant. Donc vous étiez entouré de tout un d'adultes aussi qui venaient, qui étaient curieux de découvrir ce que c'était qu'une fouille archéologique. Effectivement, ça a été la découverte pour eux, mais aussi si on parle de préhistoire, peut-être c'est pas question de science, mais c'est pas des choses qu'on peut vivre dans la vie quotidienne, sauf si on est dans un musée ou bien dans une exposition et tout. Or que la préhistoire, on peut la vivre dans une randonnée, si on est dans un pique-nique et tout. C'est de vivre dans un milieu naturel, à vrai dire, avec des moyens, avec les moyens du bord. Et là, actuellement, l'outil, c'est la pierre. Et puis, actuellement, on a le support, c'est la pierre. Farida, voilà, ça c'était par rapport à la préhistoire. Farida a capté ce moment fabuleux d'une fantasia. C'était où? À Ain Dfla. Ain Dfla. Donc vous avez vu cette chevauchée magique perpétuée depuis des siècles? Oui, on a participé à un colloque sur le Madhab al-Maliki en 2017. Oui. Et en parallèle, ils ont organisé la Fantasia à Ain Dfla. Très bien. Et pour moi, c'était la première fois que je voyais les chevaux
C'était beau, hein. Je beau. vois vos yeux s'ouvrir quand vous le citez. La voir à la télé et la voir face la réalité, c'est différent. C'est différent. Voilà, c'est toute la magie de ce groupe qui se déplace, qui a été fidélisé par nos jeunes archéologues ici présents, qui ont réussi à fidéliser. Donc, vous en faites partie. Et alors que vous étiez dans un tout autre domaine, l'enseignement, c'est bien cela, mesdames, toutes les deux. Oui. Mais c'est une passion. La photo, c'est une passion. Et avec Ramadan, on a découvert les petits trésors qui sont cachés de l'Algérie. Oui. C'est des régions qu'on a découvertes qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Alors, Ramadan a eu cette ingéniosité de combiner des voyages qui ne sont pas coûteux et qui permettent d'être au cœur de la culture algérienne, au cœur du patrimoine. La découverte, c'est dire que ces voyages sont possibles, qu'on peut découvrir son pays. Concrétiser, c'est vivre. Voilà, vivre la chose. Et vous arrivez à la transmettre, Ania. Bon, on continue tout d'abord avec les photos de Farida et on passera aux vôtres juste après. Donc là, c'était un qsar parmi la multitude d'Orso. Oui, c'est le qsar Pharaon. À Timimoun, il a une forme d'une pyramide. L'architecte qui a fait construire ce qsar s'est inspiré des pyramides de Giza en Égypte. Et il a sa forme de pyramide. C'est un très beau qsar. Il va de la Palmeraie vers sur la Palmeraie, le sommet de cette petite vallée. Voilà. Ramadan, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous étiez archéologue, vous faisiez vos travail de chercheur ou de conservateur, je ne sais pas, mais à un moment donné, quelque chose s'est passé dans votre tête et vous vous êtes dit, pourquoi pas? Allez, c'était quoi? Donc c'était les trésors. L'aventure, ça a commencé, c'était la découverte des trésors. Oui. Donc ça a été dans le domaine professionnel, comme j'étais au Musée national du Bardo, comme attaché de recherche et attaché de valorisation, on participait à des événements culturels avec des conférences, des expositions. Et par la suite, il y avait nos collègues qui nous invitaient un peu partout au niveau national. Il y a des musées un peu partout au niveau national. On participait avec des travaux. Et par la suite, on s'est organisé pour un groupe. Si on est par exemple à une dizaine de collègues et de personnes, bon, c'est facile de prendre des véhicules et puis on sera très à l'aise. Mais on a pensé à avoir un bus et c'est grâce aussi à une société qui... C'est grâce à eux aussi, j'ai découvert pendant mes études à l'université, j'ai découvert l'Algérie. C'est des professionnels aussi, c'est la société Berrabah qui sont dans le domaine. Ils nous ont encouragés d'une manière ou d'une autre. Ils ont contribué aussi, comme leur savoir-faire, ce n'est pas uniquement la conduite, mais c'est de comprendre le touriste ou bien le circuit. Ce n'est pas uniquement un chauffeur, mais on a aussi un archéologue qui est chauffeur, c'est Rachid aussi, qui nous a aussi encouragés d'une manière ou d'une autre. C'est bien. Du coup, on s'est demandé pourquoi pas, on peut avoir un bus, on aura un groupe, on aura une autre ambiance. Et voilà, ça a commencé par les régions limitrophes d'Alger, donc c'était des voyages de week-end. Donc vous passiez des week-ends, des journées parfois, et puis ça s'est développé. Effectivement. Donc le premier voyage, ça a été en 2013. Ça remonte en 2013. C'était le premier jour du printemps à Menzoun Tefsous. Ça a été à Jevla, qui est un très beau village. Aussi, on a visité même avec le groupe. Du coup, un ami ramène de la famille, un autre ami. Et puis du coup, on a eu tout un groupe et par la suite, il y avait des amis dans le virtuel jusqu'aux amis dans la vie réelle. Il vous arrive d'être à combien par sortie? Cela dépend des lieux. Bon, il y a parfois on est avec 2 bus, parfois avec un seul bus, mais la norme, on est dans les trentaines généralement. Donc c'est le groupe dans les trentaines. Trentaine, c'est pas mal quand même. On arrive à communiquer, on arrive à dialoguer, on arrive à passer de bons moments. Et voilà. Et j'ai vu un petit peu le panel de sites qui a été parcouru par ces groupes. Vous avez été au sud, vous avez été à l'est. J'ai vu le site de Rmissa, j'ai reconnu justement Guelma, j'ai reconnu
Oui. Et donc là, par exemple, c'est le théâtre de Guelma, tout à fait. Ah oui, c'est le théâtre de Galma. Ouais, sur place. Le théâtre romain de Galma. Parmi les rares théâtres reconstitués dans le monde romain ou bien le monde antique. Un petit commentaire pour celle que je tiens? Eh bien, concernant la station de Ain Fisifa, a été le logo de l'UNICEF pendant les années 2013 et 1986. Elle a été reprise à l'UNICEF voilà. comme symbole de Donc, maternité. ça représente une gravure rupestre qui remonte à la période néolithique, c'est la préhistoire, où on a vraiment, peut-être l'Algérie est classée le deuxième pays en richesse de cette... Absolument, le Tassili Nadjer regorge Et ça, c'est l'Atlas saharien, c'est dans le Djebel Amour, le Ouad, le Bid et le Qsour aussi, le Naama. Donc peut-être ça a été une découverte et par la suite, c'est surtout concernant la préhistoire et les gravures. Si on parle, généralement, c'est les massifs centro-sahariens, c'est le Tassili, c'est le Hogar. Mais l'Algérie, c'est un paradis des gravures rupestres, aussi de l'art en général. Un paradis découvert par ces dames qui, à l'âge de la retraite, se sont mises à la photo. On a un petit peu découvert les photographies de Farida. Cette fois-ci, on va voir celle justement amenée par Rania Radi, qui a aussi assisté à la Fantasia apparemment. Et vous voyez, l'image est complètement différente. C'est tout un autre regard. Et vous vous êtes placé différent. Vous avez capté la fumée du baroud. Oui. C'est pas mal. C'était le moment opportun, hein, franchement. C'était ma deuxième participation. Oui. J'ai déjà participé à la Fantasia de Tiaret. Oui. C'était en 2016. Le Salon national du cheval. Ah mon Dieu, la jumenterie de Tiaret est réputée. Hein. Il y a des beaux spécimens. À voir et à revoir aussi. À voir, à voir et à revoir. Là, c'était le même jour que Farida. C'était à Ain Defla. Ain Defla toujours. Le colloque. Et une photo en noir et blanc, tiens. Hein, un petit noir et blanc, pourquoi pas. Avec une porte rouge, une porte vers la Casbah d'Alger. Oui, une porte de la Casbah et vous avez choisi de colorer une partie de la photo, une seule partie. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention sur un détail architectonique. Ou architectural, je ne sais pas, architectonique, je le dis. Voilà, je n'ai pas le jargon, moi je ne suis pas archéologue, mais bon, vous voyez, comme c'est beau en noir et blanc, et je trouve que c'est très sympathique d'avoir coloré une seule porte comme ça. C'est à mi-chemin entre la photo et la peinture, quelque part. Oui, exactement. Oui. J'ai capté ce que vous vouliez exprimer. Ah, vous êtes heureux, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Le concept de vieillissement de la photo, alors que cette photo elle est récente. Oui. Et donc, Ramdan, on continue de parler de ces voyages que vous organisez. Vous n'êtes pas une agence, donc vous êtes des individus. Comment vous arrivez à vous contacter? Voilà, là on est un groupe. On est un groupe, donc il y a le contact, via les réseaux sociaux, le Facebook. D'accord. Vous avez une page qu'on peut consulter. Voilà, c'est ma page, c'est Atlanthropus Mauritanicus. Elle est trop difficile, il faut la simplifier celle-là. Moi, c'est la remarque que je voulais vous faire. Mais c'est le patrimoine en lui-même. Au début, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Atlante, elle est composée de trois mots. Oui. Atlante veut dire atlas, on est des atlas. Anthropos, c'est l'homme. Et puis Mauritanie, on est des Mauritaniens. Donc c'est l'homme de l'Atlas de Mauritanie. Donc c'est l'Atlanthrope, c'est le plus ancien, ou bien les restes les plus anciens en Afrique du Nord, c'est l'homme de Tirnif ou bien l'Homo erectus en Afrique du Nord. Oui. Donc ça remonte jusqu'à 1 million d'années. Et là, on parle de 2 millions d'années, hein, avec les récentes recherches. Et ça, le site de Ain Bouchret qui remonte c'est le deuxième site en Afrique, à vrai dire dans le monde entier, et le deuxième site en Afrique qui remonte à 4 millions d'années après le site de Gona en Éthiopie. Voilà.
Donc, c'est dire un petit peu la valeur de ce patrimoine. Et donc, vous avez jusque-là parcouru un nombre important, justement, de sites, un nombre important de villes. Vous n'avez pas atteint les 48 wilayas, j'imagine, parce que vraiment, c'est beaucoup. Non, pour l'instant. Parce que c'est un pays continental. Et d'une région à l'autre, on a affaire à un patrimoine complètement spécifique. C'est ça qui est passionnant. L'Algérie, c'est un continent, si on parle les doubles profondeurs. Il y a la profondeur historique, l'existence humaine, la richesse, la civilisation humaine en Algérie, et puis la profondeur géographique qui est de Té en Té, donc de Tizi Ouzou à Tamarrasset, de Tbessa à Tlemcen. Vraiment, c'est un continent. Mais quand même, on a essayé de toucher cette Algérie à travers nos excursions, nos sorties, mais essayer aussi de faire en sorte, on ne reste pas dans le tourisme classique, mais au départ, il y avait des gens qui ont eu pas mal de voyages à l'étranger, même en Algérie, et même parfois des gens qui sont originaires de ces régions, et ils découvrent à chaque fois, comment se fait-il, ça existe. On ne savait pas ça, on ne savait pas si cette histoire, cette mythologie, cette légende. Même des sites, ils ont découvert des sites. Des histoires, les pierres racontent. Les pierres racontent, et puis il y avait au départ, si on parlait des sites, il y a une certaine peut-être mentalité, qui n'est pas vraiment assez orientée vers le patrimoine. Si on parle des pierres, c'est juste des pierres. J'ai visité le site, on va prendre des photos et puis c'est bon. Or que non, avec un archéologue, ou bien un guide local, ou bien des gens de cette région, on peut découvrir aussi l'histoire et la civilisation. Et notre contribution à la civilisation universelle, généralement. Voilà. On va voir un petit peu l'impact de tout cela sur mesdames. Donc, je vous donne la parole, on arrive à la fin de cette séquence. C'était passionnant de parler de cette aventure, une belle aventure, j'imagine, que vous avez vécue. Dites-moi, Farida. Oui, Qu'est-ce que vous en retenez essentiellement? C'est une belle, très belle aventure et c'est une découverte des endroits qui étaient méconnus et des sites, surtout des sites. Moi, j'étais marquée par Timimoun. Magnifique. Timimoun, pourquoi L'oasis Timimoun? rouge. L'oasis rouge, surtout les Qsor. 1 kilomètre, on a un Qsor qui... Oui. Mais malheureusement, ils ne sont pas... sont pas très bien entretenus. Et pourtant, il y a des... Comme vous êtes des citoyens, vous vous mobilisez pour votre patrimoine. Il y a aussi des associations, que je salue d'ailleurs, des associations qui œuvrent pour le patrimoine et la préservation de ce legs à Timimoun. Et à partir des photos, on essaie de donner une autre vue, valoriser ces sites. Vous les avez exposées plusieurs fois déjà, vos photos, n'est-ce pas? On a exposé à Bardo. Au musée de Bardo, c'est les photos qu'on a exposées. Et même, on voulait sensibiliser les enfants. Alors, on a fait ces photos, on les convertit en croquis, en esquisses. Et les enfants dessinaient, coloriaient. Une fois terminé, chaque enfant va à l'exposition, il cherche sa photo. Voilà en réel. Et il sait à quoi correspond sa photo, l'histoire du site. Même, on a laissé l'imagination de l'enfant. Il colore comme il veut. Comme les gravures rupestres, celles de l'éléphant et de la panthère, on avait des enfants qui ont coloré les éléphants en rose. En rose fuchsia. Un peu comme Bambi. C'était trop beau. Ils ont retenu dans leur imaginaire. Alors on prenait des photos avec le dessin qu'il a colorié, le dessin qu'il a dessiné, et la photo, ça reste un souvenir. Et ça va peut-être faire l'objet d'une autre exposition avec les photographies des images des enfants. Même on a organisé une autre exposition avec les enfants de la crèche à Tipaza, avec les mamans. Les mamans avaient colorié, ils ont colorié avec leurs enfants ces dessins-là. Très bien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui ne connaissent pas ces voyages organisés sans l'aide d'agences, sans l'aide... Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Je dis visiter l'Algérie. Découvrir l'Algérie, à travers nos photos et à travers la diversité de ces sites. Il y en a tellement. Moi, j'étais vraiment éblouie par Biskra. À Biskra, vraiment, il y a beaucoup d'endroits à visiter et revisiter aussi. Parce qu'on ne peut pas y aller une seule fois. Donc, même le Rofim, Sonesh, il y en a tellement.
Parmi l'Ishana, on a été 2 fois et à chaque fois, on a une autre découverte. Vous avez commencé avec vos portables et vous êtes passé à des appareils un peu plus perfectionnés, des petites formations, n'est-ce pas? Des petites formations sur la prise de vue, sur le traitement de la photo, bien sûr ça va de soi, sur l'infographie, donc tout est relié, tout est attaché pratiquement. Et à l'âge de la retraite, ça vous fait carrément une nouvelle très belle passion. Activité. Oui, très belle activité. Et très agréable, j'imagine. Très belle passion aussi. Ouais, bravo pour tout ceci, mesdames. Je vous souhaite encore de beaux et de belles découvertes, de beaux voyages Inch'Allah. et de belles découvertes avec ce groupe. On vous appelle les Mouskoda. On va terminer là-dessus. Allez-y, dites-moi un petit commentaire par rapport à cela. Donc pendant les voyages, on a découvert aussi des liens. Oui. Malgré peut-être les différents horizons sociaux et tout. Mais on a eu des... C'est pas des petits groupes, mais il y avait des tendances sur des thèmes. Et là, on voit les mousquetaires qui sont transformés en mousquetaires. Pourquoi? On les appelait les mousquetaires parce qu'ils nous font toujours des retards, mais on les appelle, voilà, c'est les mousquetaires, toujours avec un zoom, alors laissez-les. Elles vous retardent dans votre élan. Mais ils ont réalisé, même, ils ont eu le respect de tout le groupe par rapport à leur travail aussi, et la découverte. Après le voyage, avec les publications post-voyage, donc ils vont découvrir qu'ils ont réalisé des merveilles, ils ont raté, le groupe a raté, mais les mousquetaires n'ont pas raté. Et là, ils ont constitué un mousquetaire qui est vraiment... Une banque d'images ô combien précieuse. Aussi pour la contribution. Pourquoi la photographie? Pour nous, les spécialistes en archéologie ou bien le patrimoine, la photographie, c'est un moyen de sauvegarde. Là, on voit les xors de Timimoun, mais après 1 an, après 2 ans, 3 ans, c'est pas la même structure qu'on aura. On aura des pans d'histoire qui vont partir, mais avec la photographie, on peut reconstituer. Absolument. Et c'est un support aussi savant pour les techniciens et les professionnels du patrimoine, les archéologues. Merci beaucoup, merci. Je rappelle, Ramdan Bekda, que vous êtes archéologue et cheville ouvrière de ce mouvement citoyen, donc en faveur de la découverte de notre pays, de notre patrimoine archéologique. Merci à Rania Raji et à Farida Fray, enseignante, alias, mais aujourd'hui photographe. Donc merci infiniment et bonne chance et bon vent pour tout ce qui vous reste à faire. Mesdames, messieurs, dans un moment, nous parlerons de la venue, de l'avènement de Ramadan el-Karim. Mais avant, plaçons un petit peu le décor avec cette exposition signée Lamia Boudbouda qui nous emmène au Palais de la Culture pour découvrir l'impression du Saint-Coran. Organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf sous le thème « Un Coran pour chaque élève ». La 3e exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran retrace l'histoire des éditions du Livre Saint ainsi que l'exposition de certains manuscrits et vieux exemplaires du Coran comme Al-Rodoussi et certains livres saints qui dateraient de 1635 et de 1708. المعرض هذا هو الهدف منه هو ربط الطفل الجزائري بالمصحف الشريف. جبنا معنا بعض المخطوطات اللي هي مرحلة ما قبل الطباعة، نشرحوا للطفل الجزائري كيفاش كانوا أجدادنا يحافظوا على المصحف ويكتبوه بخط اليد اللي نقولوا له المصحف المخطوط. شرحنا لهم الخط اللي كانوا يستخدموه أجدادنا اللي هو الخط المغاربي المبسوط اللي هو الخط الأصيل تاعنا احنا المغاربة والجزائريين يعني بالخصوص. شرحنا لهم أيضا الآليات اللي كانوا يعتمدوا عليها اللي مستمدة من الطبيعة، الصمغ، الدواية، النيلة وما غير ذلك يعني. Quelques outils traditionnels utilisés jadis dans l'apprentissage du Coran sont exposés, ainsi que les nouveaux moyens d'impression. بعد ذلك انتقلنا لطباعة أول مصحف شريف في إفريقيا ككل وفي الجزائر يعني بالتحديد اللي هو مصحف رودوسي سنة 1912 للخطاط الجزائري محمد شيرادي. بعد ذلك رحنا لطباعة أول مصحف شريف على يد الدولة الجزائرية المستقلة سنة 1981 للخطاط محمد شريفي. من ثم تحدثنا لهم عن تطور طباعة المصحف الشريف من 98 2011 إلى غاية 2018. En marge de cette exposition, un atelier dédié à la calligraphie est animé par un calligraphe pour inculquer aux enfants certaines règles fondamentales de la calligraphie arabe.
سعداء جدا أنه أطفالنا يهتموا كثيرا بهذا الفن، خاصة إذا وجدوا من يوجههم ويرشدهم إلى هذا الفن، فأطفالنا يعني يهتموا كثير. عندي مشروع هو التنقل إلى مدارس الابتدائيات أو المتوسطات أو الثانويات، واختيار نخبة، وفي النخبة هذه النخبة يكون لهم مستقبل في هذا الخط وفن الخط. كذلك عندي مثلا ورشات في المسجد نتعلم ونعلمهم الرسم العثماني، أولا بداية الخط، ثم يبدأون في كتابة صور القرآن بالرسم العثماني. La troisième exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran coïncide avec les vacances de printemps, ce qui a attiré plusieurs enfants accompagnés de leurs parents. جينا لهنا نديرو الثقافة العامة وشكر الشؤون الدينية اللي داونا هذا المعرض باش الأطفال الصغار وكل العائلات يجوا يكتشفوا الخطوط العربية القديمة، الصحف تاع القرون القديمة. فرحنا كثير واعتبرناها مناسبة غير عادية، بحيث شفنا معارض كثيرة في الفنون التشكيلية في مختلف، زرنا غير كما مدينة جميلة الأثرية العتيقة، لكن فرصة كما هذه باش نتعرفوا على طباعة المصحف الشريف فرصة هامة جدا، عندها أبعاد مختلفة، خاصة كي نعرفوا هناك مصاحف ونسخ طبعت قبل 1000 سنة، وين من أهمها بعض النسخ، نسخة عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي كتبت ملاحظات أثناء كان يقرأه أثناء استشهاده، فهذه عندها أثر كبير على ضميرنا العميق في الدين. Et je vous le disais tout à l'heure, nous allons tout de suite donner la parole à M. Ahmed Ghali-Garsen qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Il est astrophysicien, également directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il va nous parler du mois de Ramadan, un mois lunaire, n'est-ce pas? Exactement. Qui dépend justement du mouvement des astres. Eh bien, il nous reste à peu près 2 semaines pour le mois du Ramadan, donc on se prépare psychologiquement, on se prépare, on s'organise un peu, mais il y a aussi l'aspect de l'observation de la Lune qui est la déterminante pour le commencement du mois. Donc, absolument. Bien sûr, le début du mois, on doit observer la Lune. La Lune, c'est un astre parmi d'autres. Il a été choisi non seulement par la culture islamique ou chez les musulmans, mais il y a plein de... Ça, c'est par exemple le mouvement de la Lune. On voit les aspects de la Lune, comment ça se fait quand la Lune fait sa rotation, sa révolution autour de la Terre. Donc, on voit les différents aspects qu'elle va montrer à la Terre. Donc, et là, on a le Soleil qui est supposé être à droite et donc c'est la nuit qui est à gauche. On voit qu'une face est sombre, justement, tant pour la Terre que pour la Lune qui est en orbite. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on a les différentes phases de la Lune, qu'est-ce qu'on peut observer. Et selon ces différentes phases, on va déterminer notre position par rapport au mois. Parce que mesurer le temps, fixer le temps est quelque chose de très important pour toutes les sociétés organisées. Et ça a été un pas très important dans la création de la civilisation. Là, par exemple, on montre la durée de la lunaison. Donc, un mois lunaire n'est pas un mois constant. Oui. Donc, on voit que ça... On a des mois de 29 jours, on a des mois de 28 jours. De 28 jours. Donc, parce qu'on part... la lunaison exacte, elle fait 29 jours, point 2, elle passe de 29.2 à 29.8. Et donc, si on rapproche, et le problème, c'est qu'on compte à partir de la rotation d'une journée, 24 heures. Donc, si on essaie de concilier les deux, on tombe sur 29 et 30. Oui, parce qu'on est obligé de... C'est ce qui fait, parce que l'unité... Ça aussi, comme la courbe que vous venez de exactement. Donc, on a bien sûr, voilà, le démarrage du mois sacré dépend de l'observation de la Lune. Même, hein. Donc, ça c'est aussi les différentes phases de la Lune. Donc, on voit par rapport au Soleil qui est en haut, on voit les faces de la Lune qui nous sont, qu'on peut voir. Quand la Lune est en face du Soleil,
quand la Lune est à côté, elle est d'un côté ou d'un autre. Donc on a les croissants, et puis le quart, et puis la pleine Lune. Voilà. Donc le croissant, c'est annonciateur justement de ce mois de Ramadan, du début du mois. Il y a aussi autre chose que les phases ne sont pas propres à la Lune. Il y a aussi deux autres planètes qui présentent la même chose, Vénus et Mercure. Là aussi, Vénus observée à travers le télescope, elle présente le même phénomène. Donc, c'est pas des lunaisons, c'est pas des croissants, mais c'est aussi des croissants aussi. C'est des phases, c'est les phases de Vénus. Mais visibles par le biais justement du de télescope. Cet outil qu'on appelle le télescope, et pas à l'œil nu. Donc, ce n'est pas propre à la Lune. La Lune étant proche, on la voit à l'œil nu. Ça, et donc, on a choisi la Lune comme élément d'observation, de mesure du temps. Et il faut observer la nouvelle Lune la veille, donc au coucher du soleil. C'est ce qui fait la complexité, parce qu'on va observer quelque chose de très fin, le croissant lunaire est très très fin, à un moment très difficile pour l'observation qui est le crépuscule. Donc il y a un mélange, il y a le soleil qui dégage encore, il y a aussi la lumière. Et puis quand on observe au niveau de l'horizon, il y a plein de phénomènes. Donc il y a tout ce qui est vapeur, les poussières qui remontent dans l'atmosphère. Donc, et là on a 4 éléments qu'il faut intégrer dans l'équation. Donc, il y a le mouvement de la Lune autour de la Terre et le Soleil, donc ça c'est de la mécanique. Il y a l'atmosphère, il y a aussi l'œil humain. Donc, c'est ce qui fait la complexité de ce phénomène. Par exemple, pour le mois prochain, la nouvelle Lune, la Lune, le croissant va naître le 4 mai, mais vers 11 h du soir. D'accord. Et donc, on ne peut pas observer, le 4, on ne peut pas observer. L'île Tchèque, normalement, se fera le 5. Oui, et voilà, donc, à partir du 5 mai, on va essayer d'observer la Lune. Le 6, elle sera observable. Donc, que font les gens dans leurs calculs? Ils vont déterminer des situations où l'observation, ou bien elle est impossible, ou bien pas possible, ou bien difficile, ou bien faisable, à l'œil nu. Mais ce qui nous est demandé en tant que musulmans, c'est d'observer le croissant à l'œil nu. Et ça, c'est très physique, parce qu'on revient à l'observation, on revient à la mesure. Oui, parce que vous êtes astrophysicien, vous savez très bien qu'on peut faire des prévisions sur ces Bien phénomènes. sûr, on le fait. Et ça se fait. Et ça se fait. Mais en Algérie, on est toujours dans le respect de l'observation. Hadith ou là, non, mais on doit le faire. En tant que physicien, nous demandons à ce que le hadith soit respecté. Parce qu'un physicien ne peut pas être à l'encontre de l'observation, à l'encontre de la mesure. Moi, je viens avec mes calculs, je viens avec mon modèle théorique, je viens avec mon code de mon algorithme. Mais je dois revenir à l'observation et je dois revenir. Maintenant, le problème, où est-ce qu'il se situe? Il se situe dans le cas où on a des gens qui viennent déclarer qu'ils ont observé, or ce sont des menteurs. D'accord. Pour nous, physiciens. Quand on sait que, par exemple, la Lune est couchée, quand on sait que le croissant n'est pas né, et quelqu'un vient me dire qu'il a observé. Donc moi, je vais dire Votre rôle, c'est de dire c'est impossible. C'est impossible. Dans ce cas, c'est impossible. Donc, on donne des rapports, on aide les gens, les observateurs, à observer. Là, par exemple, on voit que nos ancêtres étaient bien à l'avance par rapport. Ça, c'est Cheikh Mufti Mohamed Baba Amr avec le Mufti Ibn Chiko, avec la Chanzarli al-Qadi, qui sont en train d'observer au coudé de l'observatoire de Bouzaréa. Et ça, c'est les années 50. D'accord. D'abord l'œil nu, et puis après, on vérifie l'information. Non, mais ils peuvent. Oui. Mais si on dit qu'on va observer en utilisant le télescope, ça, les Algériens l'ont fait dès les années 30. D'accord. Ils l'ont déjà fait. Maintenant, on a des gens qui étaient contre l'observation en utilisant l'instrument, qui demandent à envoyer un avion pour observer la Lune. Donc, on voit le grand déphasage qu'il y a entre les deux sociétés. Donc, on était bien à l'avance. Il y a aussi la photo de Cheikh Mouloud El-Hafidi, lui qui faisait des calculs déjà pendant les années 20, les années 30. Donc, on était à l'avance. Pourquoi on a régressé? Parce que certains ont adopté un madhab qui n'est pas le nôtre, qui est en déphasage avec l'histoire. Donc on a vu que Cheikh Baba Amr allait observer sans aucun complexe, sans aucun problème. Il allait consulter les astronomes qui donnaient Et puis à la fin, le juge, c'était l'observation au télescope. Et ça l'avait fait aussi Ben Dali Khoul. J'ai une photo de 1935, qui est encore plus vieille. Donc,
On voit on voit que voilà, c'est bien d'allier la science à la théologie pour justement rassurer le musulman qui s'apprête à recevoir le mois de Ramadan. Et c'est ce qui se fera prochainement. Inch'Allah. Donc le télescope sera de mise cette fois-ci? J'espère bien, mais je pense que on y arrivera. Voilà. La prochaine fois, vous m'expliquerez pourquoi la Malaisie a déjà décidé de la date du mois de Ramadan, du démarrage et puis de l'Eid, etc. dans son calendrier. Ok, très bien. Ok, très Juste bien. pour l'anecdote, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps pour expliquer aujourd'hui. On est en retard, oui. Mais c'est vrai que certains pays musulmans ont d'ores et déjà décidé. Voilà, c'est aussi bien pour l'économie. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Begassen. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et si on ne se voit pas, effectivement, après Ramadan également. Et puis voilà, mesdames, messieurs, vous savez tout par rapport à cette attente.